Voilà de cela maintenant 3 ans que nous avons été patients depuis le Kickstarter pour célébrer la fin des aventures de Hugo et de la confrérie du tofu. 3 ans interminables où l'on s'est abreuvé du peu d'informations que Todd voulait bien nous communiquer. Aujourd'hui, c'est toujours pas la saison 4 de Wakfu que nous avons, mais l'OAV de repos, bien que je trouve entre nous qu'il s'agit davantage d'un préquel à la saison 4. J'ai bien évidemment visionné l'OAV et il y a énormément de choses à dire. Aussi, une vidéo ne suffirait pas à tout explorer. Je vous propose donc de découper tout ça en plusieurs parties. Tout d'abord, nous commencerons par une analyse de l'OAV que nous allons établir aujourd'hui avec des conclusions logiques sur ce qui nous est présenté. Puis ensuite une vidéo sur les vérités cachées derrière les nombreux moments intrigants de l'OAV, en faisant bien sûr des liaisons bien plus poussées avec la série Wakfu et le jeu de repos racontant la suite de l'OAV. Et enfin pour terminer, une ultime théorie sur Hugo, de la création des héliotropes jusqu'à leur rassemblement au sein de Hugo amenant l'avènement du roi dieu Héliatrope. Sans oublier d'évoquer les nécromes et la stasis qui semblent être omniprésents dans cette OAV comme pour nous mettre dans le bain de la sombre menace auquel nous allons être confrontés dans la saison 4. J'espère que tout ce petit programme vous met l'eau à la bouche. Personnellement, je suis très excité à l'idée de pouvoir partager tout ça avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour en discuter, le lien est en description. Et bien évidemment, avant de regarder cette vidéo, foncez voir l'OAV si ce n'est toujours pas fait. Cette vidéo contient du spoil, alors ne soyez pas surpris si tout y est dévoilé. Allez, ne tardons pas davantage, voici l'analyse complète de l'OAV de repos. Dès le début, on a droit à une explication brève de ce que sont les héliotropes. Des émanances de Hugo qui proviennent, si je peux l'ajouter, de son envie de retrouver son peuple lorsqu'il a utilisé les pouvoirs des Sidofus héliotropes. Au lieu de ça, il a créé son propre peuple d'alter ego, des facettes de ses personnalités qui sont venues au monde âgées de quelques années dans un passé très lointain. Et lorsqu'un héliotrope disparaît, son essence vitale se dissipe pour rejoindre ceux de ses frères héliotropes, faisant d'eux, comme le dit si bien au repos, des personnes semblables aux fines gouttes de pluie, presque transparentes, surgissant mystérieusement d'un nuage pour ne laisser qu'une infime empreinte sur le monde. Un monde d'ailleurs qui ne semble ne plus se rappeler d'aucun d'entre eux. On retrouve alors au repos sur l'île d'Oma, l'île où se cache Grug Aloragran depuis l'aube des temps. On y découvre un repos assez jeune avec un accoutrement qu'on lui connaît très bien, qui essayera de duper Gruga en se faisant passer pour Hugo. Mais ce dernier sera loin d'être dupe. Oropo tendra alors une embuscade grâce à l'un de ses frères, Bouillon, un héliotrope qui ne vit que pour les combats. D'ailleurs, il ne tardera pas à demander son duel contre Grug Aloragran à Oropo, faisant fi de tous les frères et sœurs héliotropes qu'Oropo a réunis pour réussir à s'accaparer du Dofus et de l'Héliacube que Gruga a en sa possession. Cela aura le don de les agacer, mais Oropo est un leader qui sait se faire respecter avec une logique implacable. Il réussira à les convaincre de laisser Bouillon faire ce qu'il sait faire de mieux, se battre seul à seul contre Grug Aloragran. À mes yeux, cette scène est très importante. Elle montre la relation qu'Oropo entretient avec ses frères et sœurs, et surtout sa place dans tout ça. Oropo, c'est celui qui semble être le meilleur tacticien, qui sait disposer des forces des éléments qui l'entourent pour réussir à accomplir ses objectifs. D'ailleurs, si jamais ça vous a échappé, il en dévoile une très mystérieuse quand sa sœur, dont malheureusement je n'ai pas le nom, ouvre son portail de stasis en disant que de toute manière, ce n'était pas pour ça qu'elle a été missionnée par Oropo. Suite à quoi elle s'en va vers une destination inconnue. Oropo rajoutera même à Repulse avant qu'il s'en aille avec sa sœur, de surtout ne pas se faire surprendre. Une énigme qui prendra certainement sens que dans la saison 4, bien que j'ai ma petite idée sur la question. On retourne à notre combat opposant Gruga à Bouillon, et lui aussi va y aller de ses révélations mystérieuses. Il dévoilera que Gruga n'était pas le premier dragon qu'il a affronté, qu'il a dû par le passé se battre contre un autre dragon, qu'il avait beau lui arracher ses membres, ça repoussait sans cesse, jusqu'à qu'il ne lui retire son cœur. Comprenez bien que si Todd a pris la peine d'ajouter ces lignes de dialogue, c'est certainement là pour que vous réfléchissiez. Ce n'est pas à un dragon quelconque qu'il a dû avoir affaire, mais très certainement à un des frères ou une des sœurs dragonnes provenant de l'un des Sidofus héliotropes. Et il est fort à parier que lui ou elle sera aussi dans l'intrigue de la saison 4. C'est typiquement ce qui m'amène à dire que cet OAV est un préquel à la saison 4 et non pas un OAV biopic sur la vie de repos. Nous sommes sans arrêt en train de nous questionner sans pour autant résoudre les questions qu'on se posait auparavant. En réalité, cette histoire nous raconte le pourquoi nous aurons les événements qui vont arriver dans la saison 4 de Wakfu. Enfin, revenons à notre baston digne de Dragon Ball où on en prend plein les yeux. Un combat qui va atteindre son paroxysme lorsque Bouillon sera contraint de recourir à la stasis pour décupler sa puissance, s'offrant alors une nouvelle forme. Une situation qui poussera Gruga à lui aussi prendre les choses au sérieux, tout en étant quelque part rassuré de voir que les copies de Hugo n'étaient que des pâles copies finalement. Sûrement grâce à cette séquence où Bouillon a facilement cédé au mal qui règne dans son cœur pour s'offrir ses capacités. Un peu à l'image de la force dans Star Wars, qui peut basculer du côté obscur s'il est mal employé. En tout cas, Bouillon développe des capacités incroyables et redoutables. Il finira même par croire avoir mis le coup de grâce à Gruga. Malheureusement pour lui, Gruga est bien plus compliqué à tuer qu'il ne pensait.
ce qui va petit à petit le perdre dans sa rage jusqu'à que Gruga ne profite de la corne qu'il lui avait arrachée un peu plus tôt pour le tuer avec. C'est la fin d'un des frères les plus emblématiques des héliotropes, et avec sa mort, nous découvrirons un flashback dans lequel Oropo se remémore comment il a fait connaissance avec lui. Et ce flashback se révélera passionnant. Grâce à lui, on y apprendra plusieurs choses. Tout d'abord, les héliotropes ne se connaissent pas tous. Ils sont disséminés de par le monde, et la passion de Bouillon, c'était de les traquer pour les tuer et récupérer leur énergie vitale. C'est là qu'Oropo est venu à lui en lui persuadant de le suivre, lui promettant les combats les plus passionnants que ce monde pourrait lui offrir. Autre chose importante, Bouillon n'a aucun souvenir de Yugo. Il ne connaît pas son créateur, ce qui indique que, mis à part Oropo, rares sont les héliotropes capables de se souvenir que Yugo est leur dieu. La mort de Bouillon plongera Oropo dans un excès de rage qui ordonnera alors à Aton de tuer Gruga. Interviendra alors Chibi, le frère jumeau héliotrope de Gruga, en plaçant un portail puissant absorbant les lasers d'Aton, sûrement grâce au pouvoir de l'Héliacube. Un Héliacube qui va obnubiler Oropo voyant qu'il touche enfin au but. Cependant, la présence de Chibi était surprenante. Il ne devait pas être là, et à juste titre, il est mort peu de temps avant la guerre contre les méchasmes. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est que c'est Repulse qui détenait cette information. Une information qui pour le coup était erronée d'ailleurs. De peur d'avoir d'autres surprises, Oropo ordonne le repli, mais Chibi l'empêchera. Chibi veut absolument savoir comment ils ont découvert leur cachette secrète. Oropo n'aura alors pas d'autre choix, il enfilera sa tenue de combat avec l'épée et le bouclier de Yugo pour les affronter tous les deux. Des armes qui intrigueront Chibi, Gruga dira même qu'ils ont la même signature Wakfu que Yugo. C'est intéressant de voir que les héliotropes puissent être distingués par leur signature Wakfu, chose que je ne savais absolument pas avant cette OAV. On retourne à nos intrigues avec la suite du combat et cette fois-ci c'est au tour d'Echo de dire quelque chose d'intéressant. Elle utilise une magie assez sombre qu'on ne lui connaissait pas avant, une magie qu'on pourrait assimiler à une magie des morts, et elle expliquera qu'elle est assez mal à l'aise lorsqu'elle puise dedans. Oropo l'aidera alors avec son Wakfu, elle changera quasi immédiatement en stasis elle aussi à l'image de Bouillon. Dans cette OAV, pour la première fois de l'histoire de Wakfu, on a une notion d'énergie de Wakfu qui lorsqu'elle se corrompt devient de la stasis. Et à chaque fois depuis le début de cette OAV, elle a apporté son lot de compétences particulières, par la prison dimensionnelle et la force décuplée plutôt avec Bouillon, et cette fois-ci avec cette magie particulièrement sombre invoquant des bras noirs et à ne pas en douter, c'est quelque chose de nécessaire à comprendre pour la saison 4 de Wakfu. Par ailleurs, Aton ira lui aussi puiser dans cette énergie pour essayer d'en terminer avec un énorme rayon de stasis. Gruga, voyant que Chibi ne maîtrise pas assez l'Héliacube pour les sortir de là, prendra le relais, et en touchant l'Héliacube, il aura assez de puissance pour repousser l'attaque d'Aton et d'Echo à la fois, allant même jusqu'à brûler les mains d'Echo, expliquant pourquoi elles ont cet aspect noir dans la saison 3 de Wakfu. Cette fois-ci, c'est au tour de Sider d'entrer en jeu. Le petit enfant héliotrope disposant d'une vitesse ahurissante réussira à prendre par surprise les deux frères et projettera l'Héliacube pour qu'Oropo puisse l'acquérir. Gruga essayera de l'en empêcher en vain, pendant que Chibi lui va se retrouver emprisonné dans une sorte de piège de genjutsu dressé par Aton. Pendant ce temps-là, Oropo va découvrir ce qu'est réellement l'Héliacube grâce à une vision qu'il aura en touchant l'Héliacube pour la toute première fois. Il va tout bonnement être un témoin de l'apocalypse amenant à la fin du monde des 12. Est-ce que l'Héliacube lui a montré le destin qui attend le monde s'il s'acharne à vouloir l'acquérir? Ou peut-être cherche-t-il de l'aide pour contrecarrer ce destin? Malheureusement, là aussi, nous n'aurons aucune réponse à ces questions. Ce qui est certain, c'est que Gruga, lui, connaît la dangerosité de cet artefact, et il le dit, l'Héliacube n'est pas un objet à mettre entre toutes les mains. Ce qui me conforte plutôt dans l'idée que c'est en prenant possession de l'Héliacube qu'on altère le destin qui doit advenir. Cela n'arrêtera pas Oropo. Il sera plus que jamais déterminé à obtenir l'Héliacube. Et il aura la tâche rude face à Gruga, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, Chibi est enfermé dans un genjutsu. Plus précisément, il est dans l'esprit d'Aton. Il va se faire malmener jusqu'à une explosion de rage, le poussant lui aussi à recourir à la stasis grâce à cette manipulation de l'esprit. Toujours piégé dans la tête d'Aton, ce dernier va lui faire croire qu'il se bat contre lui alors qu'il se battra contre Gruga au point qu'il l'aura quasi anéanti. C'est dire la puissance de Chibi. Gruga le dira lui-même d'ailleurs en lui disant qu'il se retenait bien finalement durant leur entraînement. Très atteint moralement par ses manquements, de par son manque de justesse dans son jugement en les bloquant sur l'île, ou de par sa faiblesse en s'étant si facilement fait manipuler au point de battre quasiment à mort son frère, Chibi va vouloir se racheter en venant à bout d'Aton. Il va effectivement réussir à le prendre par surprise, mais jamais il n'aurait imaginé qu'Aton serait prêt à se sacrifier pour qu'Oropo puisse atteindre son objectif. Et c'est ce qu'il fera, il se sacrifiera en lançant un laser de stasis à travers lui, atteignant alors Chibi par la même occasion. Les deux succomberont, et Gruga ainsi qu'Oropo s'empresseront d'aller à leur rencontre. Suite à quoi on aura droit à un sublime flashback montrant la rencontre entre Oropo et Aton. Et quelle surprise de découvrir ce personnage magnifique qu'est Aton. Un personnage en quête de sentiments, qui ne ressent ni beauté, ni mocheté, ni haine, ni tristesse, ni rien du tout. Il sera surtout intéressé par Oropo qui est l'antithèse totale de sa personne.
Oropo, qui est une personne qui concentre énormément de sentiments, un concentré de haine, de rancune, d'envie, de tristesse, et c'est par Oropo qu'Aton ressentira enfin des sentiments. C'est ce qui le poussera à le suivre dans ses aventures jusqu'à la toute fin, où il ressentira enfin du plaisir à savoir qu'Oropo était triste de le voir s'en aller. Désormais, il ne reste plus qu'Oropo et Gruga, vu que Sider est trop jeune et Keko n'est plus apte à se battre. Un combat pour l'Héliacube comme jamais j'en ai vu dans l'histoire d'Ankama. Un combat digne d'un très grand shonen avec des scènes magnifiques, que ce soit sous l'eau ou dans l'espace. C'était du très grand spectacle. Un combat où ni l'un ni l'autre n'est prêt à céder, au point que l'Héliacube développera une énergie atomique qui mettra KO Gruga Loragrane en lui retirant la vue, et il ira jusqu'à retirer littéralement l'âme d'Oropo pour la faire vivre au sein même de l'Héliacube. Une scène incroyable puisqu'il permet de faire le lien avec le jeu d'Oropo, où l'on comprend désormais bien mieux ce qu'il s'y passe et les révélations qui y sont faites. Si jamais c'est toujours pas fait, je vous invite à visionner ma vidéo pour que vous puissiez comprendre davantage de choses, mais ne vous inquiétez pas, je compte y revenir de toute manière dans la prochaine vidéo. En tout cas, nous voilà avec tout un tas de questions et malheureusement, encore une fois, il risque de ne pas être résolu avant la saison 4. On retrouve Oropo tourmenté dans l'Héliacube, dont Gruga va se débarrasser en le jetant très loin. Eko prendra alors le corps sans âme d'Oropo pour se réfugier dans la dimension d'Oropo grâce à un zap de Sider, et ça semble complètement fou parce qu'encore une fois, je pensais que la dimension a été créée grâce à l'Héliacube, mais semblerait-il que ce n'était pas entièrement la vérité. Une dimension où reposera Oropo en attendant de revenir à son corps, bien que parmi ses frères héliotropes restants, il y a encore quelques ennemis perfides comme le maléfique Repulse, qui va chercher à le tuer pour qu'un nouveau chef les dirige. Bien heureusement pour Oropo, Eko veille au grain, empêchant l'assassinat d'Oropo en jetant Repulse dans le vide sidéral de la dimension d'Oropo. L'OAV se terminera alors sur une scène touchante, où l'on voit Eko s'aliter auprès du corps d'Oropo sans vie, dans l'espoir qu'un jour, son âme sœur puisse lui revenir. Voilà pour cette analyse très factuelle de cet OAV. Un OAV somptueux qui à mes yeux tient ses promesses en amenant clairement les gens à s'interroger sur tout un tas de sujets pour les élucider grâce à la saison 4. Je comprends que les gens s'attendaient surtout à découvrir un épisode faisant l'éloge d'Oropo et faisant aussi par la même occasion le clair sur l'histoire des héliotropes, de leur création jusqu'à la fin que nous connaissons tous. Mais je pense que dans l'idée de conclure définitivement l'histoire de Wakfu avec la saison 4, cette OAV est une excellente idée pour construire davantage les grosses annonces qui vont advenir, notamment autour de la Stasis, des Necromes et surtout de l'Héliacube. Un Héliacube qui définitivement aura eu une place centrale de la saison 1 jusqu'à la toute fin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez perçu, je suis grave curieux de voir vos retours. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki. Pour vous servir, ciao.